Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler industrie. J'ai en face de moi 3 personnes qui vont pouvoir vous éclairer sur ce sujet-là, sur le côté innovant, moderne, etc. J'ai Benjamin Savoie, qui est directeur régional Île-de-France. Bonjour. Et puis vous verrez, je passerai la parole à Alix Langlais, qui est directrice communication, innovation et compétences dans l'industrie, et en particulier dans les industries de la métallurgie. Et Bastien Hervé Dupénoit, qui est responsable emploi-formation dans les entreprises du médicament. Donc c'est effectivement déjà un secteur très, très vaste, parce qu'on passe de métallurgie à médicaments. Qu'est-ce que c'est que OPCO2I et qu'est-ce que c'est que l'industrie, le vaste sujet du jour ? Alors, vaste sujet. OPCO2I, c'est une organisation paritaire qui est gérée aujourd'hui sous une coprésidence des organisations patronales et syndicales dans l'industrie. L'industrie, c'est 29 branches professionnelles. On a pour mission d'accompagner les entreprises industrielles sur leurs problématiques de compétences, que ce soit sur leurs besoins en compétences, sur l'anticipation, l'évolution des métiers et d'aider les entreprises notamment à utiliser les leviers pour répondre à leurs besoins. Exactement. L'industrie, c'est effectivement un secteur d'activité qui est large. Comme je l'ai dit, il y a 29 branches professionnelles. Autour de la table, on a justement 2 gros représentants, que sont les représentants des industries de la métallurgie et du médicament, en tout cas de la pharmaceutique. Si on pouvait changer un petit peu l'image de l'industrie, c'est pas que la métallurgie ou la pharmaceutique. On trouve par exemple en Île-de-France des entreprises du secteur du textile, de la couture parisienne, de l'habillement, de la maroquinerie. Dès lors qu'en fait il y a de la production, on parle effectivement d'industrie. Et c'est important aussi de valoriser ces branches-là, même si elles sont beaucoup plus petites. Elles représentent aujourd'hui une spécificité en Île-de-France parce qu'on les retrouve majoritairement sur notre région. Quand on parle de production, ça peut être une production artisanale ou est-ce que c'est nécessairement à l'échelle ? Alors ça peut être une production à l'artisanal, puisque aujourd'hui on accompagne les entreprises, parfois d'auto-entrepreneurs ou de 2 ou 3 salariés, vraiment sur des chaînes de production qui, oui, sont effectivement des chaînes, on va dire, dites artisanales. Alors, Alix, vous, la métallurgie, je crois que c'est le pompon de ce qui est le plus compliqué à décrire quand on va parler de innovation, modernité. Alors, quand on parle des branches professionnelles de la métallurgie, en fait, c'est notre convention collective. Donc, sur le contrat de travail des gens qui travaillent dans la métallurgie, ils dépensent de cette convention collective. Et donc, il y a des avantages à être dans telle ou telle convention collective. Donc, c'est ça que je voulais préciser. Et c'est vrai que quand on dit métallurgie, vous allez penser fonderie, forge. Et alors, ça représente un peu de notre activité, mais pas que. En fait, dès qu'il y a un tout petit peu de métal quelque part, on va être dans les entreprises dites de la métallurgie. Donc, on va couvrir le ferroviaire, le spatial, l'aéronautique, l'automobile, mais aussi la santé, toutes les entreprises qui vont fabriquer des scanners, des IRM, les instruments de musique. On a des beaux facteurs en Île-de-France, l'électronique, qui sont également très présentes. Donc voilà, c'est un secteur qui regroupe les entreprises qui vont être très innovantes et à la pointe sur ces thématiques-là. Est-ce que vous avez des exemples d'innovations récentes dans votre secteur ? Alors quand on parle d'innovation dans ces entreprises, on a différents sujets. D'abord, peut-être avoir en tête que dans l'industrie, on est toujours dans la recherche d'amélioration continue, d'innovation. Aujourd'hui, on est beaucoup dans la numérisation des produits et des process. Sur les produits, aujourd'hui, quand vous fabriquez des enceintes, des missiles, des avions, des trains, en fait, vous avez énormément de cybersécurité. Il faut aller cybersécuriser l'ensemble des systèmes qui vont permettre à ces machines de fonctionner. Les lignes de production aujourd'hui, on en parle. Il y a toutes les thématiques de robotisation qui permet aussi, on y reviendra peut-être, mais les sujets de féminisation de l'industrie, parce qu'en fait, au niveau des conditions de travail, c'est plus du tout ce qu'on pouvait avoir en tête.
Vous avez, si on est sur les conditions de travail, des entreprises qui vont développer des exosquelettes, par exemple, et qui donc vont faciliter la vie d'un certain nombre de personnes. Et puis, nous, on accompagne quelques startups. J'ai en tête une petite startup qui est plus si petite que ça, mais par exemple qui transforme des scooters thermiques en scooters électriques, par exemple. Et vous, Bastien, dans l'industrie du médicament, qu'est-ce qu'il y a comme innovation ? Alors, l'industrie du médicament, donc on représente les entreprises qui produisent et qui distribuent des médicaments à usage humain. Uniquement, on n'est vraiment que sur l'humain. Il y a aussi le médicament vétérinaire qui existe en parallèle. L'innovation, c'est un peu le cœur de cible de l'industrie pharmaceutique. Notre objectif, in fine, il est de répondre à toutes les pathologies, toutes les maladies sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de traitement. Bien sûr, on répond à toutes les maladies existantes avec tous les traitements qui sont connus, mais l'avenir de l'industrie pharmaceutique ne peut passer que par l'innovation, répondre à des pathologies auxquelles on n'a pas de réponse médicale aujourd'hui, apporter des réponses plus efficaces que celles qui existent déjà sur certaines maladies. Si on prend tout le domaine de l'oncologie, donc le traitement des cancers, on sait qu'aujourd'hui, les traitements, ils ont un fort impact sur la santé des patients. L'objectif demain, c'est d'aller développer des traitements qui seront beaucoup plus légers, on va dire, en tout cas sur l'impact sur la santé des patients, de manière à pouvoir traiter à la fois de manière efficace et sans avoir d'effets secondaires pour la santé du patient. Donc l'innovation, c'est vraiment un domaine essentiel dans l'industrie pharmaceutique qui concentre une grande partie de nos effectifs. On a quasiment 20%, enfin c'est 17% à l'échelle de la branche, des effectifs qui sont en recherche et développement, donc la création des nouveaux médicaments, rechercher des nouvelles molécules, les tester, et sur la phase de développement, donc c'est bien, depuis le Covid, tout le monde connaît les phases 1, 2 et 3 de développement du médicament, notamment sur ces phases 2 et 3 qui sont les tests sur les patients, d'abord à une toute petite échelle, évidemment sur des patients volontaires, et les phases 3 qui sont à plus grande échelle pour mesurer l'impact réel, en situation réelle pour les patients, de l'impact du médicament sur leur santé. Benjamin, j'ai entendu parler de métiers de recherche dans l'industrie du médicament. J'imagine qu'il y en a aussi ailleurs. Quels sont les autres métiers principaux dans l'industrie ? Alors avant de parler de métiers principaux, on peut peut-être parler de familles de métiers. On les classe, nous, de cette manière-là. On a les métiers de la conception et de la recherche et du développement. Donc on a effectivement un peu parlé, et là on va toucher à des métiers type chargé de projet, ingénieur conception, technicien de conception. Mais c'est aussi, comme le disait Alix, on y trouve beaucoup de besoins de profils d'ingénieurs en cybersécurité. Parce qu'on a effectivement besoin de renforcer énormément la sécurité au niveau de nos industries. On a les métiers, la famille de métiers de production, qui représente 16% des effectifs en Île-de-France. On a des entreprises qui produisent en Île-de-France. Et là, on va retrouver des métiers de techniciens de maintenance, ingénieurs de production, des conducteurs d'équipement. Et on arrive effectivement à avoir des métiers, on va dire, de tout niveau de qualification. C'est ça qui est important et qui est intéressant à dire aujourd'hui, c'est que dans l'industrie, on touche différentes familles de métiers, et des métiers qui couvrent des niveaux de bac jusqu'à des niveaux de bac plus 5 et plus, effectivement, quand on touche à des métiers de la recherche. Ce qui est important aussi de dire en termes de métiers, c'est que on va avoir une grosse représentation en Île-de-France des métiers dits de fonction et de support, puisqu'on a une présence des sièges sociaux en Île-de-France qui est assez importante. Et donc là, on va retrouver, on va dire, tous les métiers que l'on connaît des fonctions support, qui vont des cadres administratifs, cadres financiers, mais on a aussi toute la partie fonction commerciale, fonction achat, qui représente énormément des profils que l'on retrouve notamment au sein de notre région. Et on n'oublie pas aussi tous les métiers qui peuvent toucher à la planification et ce qui touche à l'hygiène, la santé et l'environnement, puisqu'on a une industrie aujourd'hui qui se veut de plus en plus qualitative, dans le respect des normes françaises, des normes européennes, et on se doit d'avoir des profils qui travaillent notamment dans la qualité, le contrôle qualité des produits, et dans le respect des normes HSE. Effectivement, donc des qualifications très variées. On peut rentrer dans l'industrie avec un bac en poche, ou avec un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5, et puis doctorat pour la recherche. Exactement. Et dans un secteur où l'apprentissage fait partie des rouages des politiques des entreprises en matière de développement des compétences. L'alternance, et notamment via l'apprentissage, est quelque chose qui est très utilisé dans l'industrie, puisqu'on y retrouve à peu près 6% des contrats en apprentissage
au sein de l'industrie. Ça représente au niveau de la France environ 90 000 alternants. Et on en retrouve en Île-de-France à peu près 22 000. Voilà, 22 000, c'est si on le remet à l'échelle du nombre de salariés en Île-de-France dans l'industrie, on a 620 000 salariés dans l'industrie en Île-de-France. On a 22 000 alternants. Donc c'est une part non négligeable. Donc l'industrie est assez ouverte à l'apprentissage et on y fait carrière parce que quand on regarde l'ancienneté et le taux de turnover dans l'industrie, c'est l'un des plus faibles, tout secteur d'activité confondu. On a un taux de turnover qui est de 10% dans l'industrie et on a un emploi qui est quand même assez sécurisé parce que dans 9 emplois sur 10, c'est un CDI. Donc derrière, permet, je dirais, aux personnes qui rentrent dans ce secteur-là de s'investir durablement et d'évoluer dans l'industrie. Alex, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu quelles sont les dimensions des entreprises dans l'industrie? Est-ce que c'est nécessairement des énormes entreprises ou est-ce qu'il y a aussi des petites entreprises? C'est ça que c'est assez fascinant aussi avec l'industrie, c'est que tout le monde va pouvoir trouver un peu l'entreprise qui lui convient. Et puis, bien sûr, on va rentrer dans l'industrie. Il y a une culture de formation dans l'industrie, d'évolution. Après, on peut faire aussi le choix d'évoluer aussi en évoluant dans une entreprise différente. En fait, vous allez vraiment retrouver toutes les structures d'entreprise, notamment en Île-de-France. On a bien sûr les grands groupes. On a un certain nombre de TI. Et puis, on a beaucoup de PME. On aime bien dire OGIM, qui est la structure dont je dépends. On représente 1700 entreprises adhérentes. Et en fait, dans ces 1700 entreprises, il y en a 60% qui font moins de 50 salariés. Donc voilà, on a vraiment une grande diversité. Et on a des PME qui sont très innovantes. Et en fait, si elles sont encore en Île-de-France, au regard d'un certain nombre de contraintes, notamment le coût du foncier, c'est qu'elles ont cette innovation. Et on est sur des entreprises qui innovent, et notamment, alors je ne sais pas nos auditeurs l'image qu'ils ont, mais il faut bien avoir en tête, on a un certain nombre de productions, on est ce qu'on appelle de la fabrication à l'unité, c'est-à-dire que je vais avoir un client qui va me donner des spécifications, que ça soit pour une machine qui va faire du remplissage, pour une pompe, et en fait, je vais avoir une fabrication unitaire, je vais en faire qu'un seul. Et donc là, on est sur des process qui sont assez différents. Et pour avoir été il y a pas longtemps, c'était la semaine de l'industrie dans un certain nombre d'entreprises, voilà, on est sur des atmosphères qui sont assez posées. Il n'y a pas beaucoup de bruit, puis les gens prennent le temps de faire et de bien faire. Donc c'est pas les temps modernes de Charlie Chaplin, c'est plus ça. C'est plus les temps modernes de Charlie Chaplin, effectivement. Est-ce que c'est un secteur dans lequel les filles sont les bienvenues? Alors, un grand oui. Bastien pourra en parler encore plus. Nous, dans la méta, on est à peu près à 30% de femmes. Et donc, dans ces fameuses visites pour la semaine de l'industrie, j'étais dans une entreprise de la défense et qui disait « L'ensemble de nos postes sont accessibles aux femmes et aux hommes ». Et ils fabriquaient des éléments avec du métal qui pouvaient être de dimensions très conséquentes. Et en fait, aujourd'hui, on est équipé parce que, on parlait d'exosquelettes, mais également parce qu'on a des éléments qui vont aider à porter. Donc, en fait, le poids n'est plus du tout un sujet. Donc, les métiers de la production sont bien évidemment ouverts aux femmes, mais évidemment aussi sur la conception, voilà. Donc, en toute transparence, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de femmes sur les métiers qui restent support, mais on a vraiment cette volonté de pouvoir féminiser. Et nous, dans les outils de promotion des métiers qu'on utilise, qui s'appellent Fort Industrie, on a, et que j'invite les auditeurs à aller explorer, en fait, il y a un certain nombre de portraits de jeunes femmes et de femmes. Vous pouvez rencontrer notamment Rania, qui est une jeune alternante en intelligence artificielle embarquée, par exemple. On a Stéphanie qui s'est reconvertie à la chaudronnerie quand elle avait une quarantaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment des profils qui existent et souvent des profils extraordinaires. J'imagine. Donc vous, dans votre secteur, je crois que c'est presque l'effet inverse. Vous avez une majorité de femmes dans la pharmacie. Ouais, effectivement, on est sur un secteur qui est très féminisé. À l'ensemble de la branche, au niveau national, on est à 57% de femmes dans nos effectifs. Si on regarde sur l'Île-de-France spécifiquement, on est même à 66%. 2 salariés sur 3 sont des femmes.
Donc j'ai aussi un message pour les parents de garçons. On a aussi besoin de garçons dans les métiers des industries de santé. Blague à part, ce qui est hyper intéressant aussi de regarder, c'est souvent on considère que pour les femmes, il y a un plafond de verre. C'est pas le cas dans l'industrie pharmaceutique et je pense que de manière générale, dans l'industrie, ça n'est plus le cas. Si on prend spécifiquement sur notre secteur de l'industrie pharmaceutique, ce qu'on constate, c'est que sur les niveaux de postes de cadres dirigeants et de cadres supérieurs, on est sur une proportion de 60% de femmes. Je vous ai dit 57% de nos effectifs sont des femmes. On est sur 60% de femmes sur ces postes de direction, y compris des postes de direction générale de laboratoires pharmaceutiques en France. Donc, on n'a plus ce plafond de verre qui existait pour les femmes où on dit qu'elles peuvent évoluer jusqu'à un certain niveau de hiérarchie dans les entreprises de l'industrie et dans les entreprises en général. Aujourd'hui, ça, c'est un phénomène qui n'existe plus. Les femmes ont totalement leur place et elles ont leur place à des postes de direction, à des postes stratégiques et des postes clés dans les entreprises. Un exemple très concret dans l'industrie pharmaceutique, on a un poste qui est pivot et sur lequel on ne peut pas fabriquer de médicaments, qui est le poste de pharmacien responsable. Le pharmacien responsable, c'est lui qui est juridiquement responsable de tous les médicaments qui sortent des usines. On ne peut pas faire sortir un médicament s'il n'a pas été validé par un pharmacien. Et les pharmaciens responsables, on a une proportion qui est plutôt de l'ordre de 70% de femmes à l'échelle nationale, alors que c'est vraiment l'une des fonctions les plus stratégiques de l'entreprise. Donc c'est vraiment un secteur, et l'industrie en général est un secteur qui est ouvert et qui est accueillant pour les femmes. D'un point de vue rayonnement mondial, comment se situe la France ? Effectivement, l'industrie pharmaceutique, c'est un secteur qui est parmi les plus mondialisés parce que les traitements qu'on est amené à fabriquer ou à créer, on ne les fabrique pas uniquement pour les patients français. Forcément, quand on crée un nouveau traitement, c'est à minima à l'échelle européenne. Quand on le fabrique en France, c'est à minima pour les patients européens. Mais souvent, on traite plutôt les patients à l'échelle mondiale. De plus en plus, l'innovation se fait sur des maladies rares où les patients sont disséminés un peu partout sur l'ensemble du globe. Donc l'idée, c'est réellement d'avoir cette opportunité de distribuer les médicaments pour l'ensemble des patients dans le monde. Ça crée des opportunités forcément quand on est salarié dans l'industrie pharmaceutique et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'entreprises industrielles. Un salarié, un jeune qui rentre dans l'industrie pharmaceutique, à un moment ou un autre, il aura l'opportunité d'évoluer à l'international s'il le souhaite. Il aura l'occasion, de toute façon, même en étant en France, de travailler avec des équipes qui seront aux États-Unis, en Chine ou dans un autre pays européen. Parce que, par nature, en fait, on est sur des produits qu'on ne fabrique pas que pour des clients français. Pas que pour des patients français, donc on est vraiment sur une industrie très globalisée qui oblige ce côté un peu multiculturel pour les salariés. Benjamin, on a déjà parcouru quelques grands enjeux de l'industrie. On a parlé de l'apprentissage, de l'accès aux métiers, quel que soit le diplôme après le bac, de l'attractivité de ces métiers, de leur féminisation, de l'impact du digital dans l'industrie. Qu'est-ce qu'il en est de la transition écologique ? Alors la transition écologique, c'est un enjeu majeur pour les entreprises industrielles. C'est aussi porté par une volonté du gouvernement d'avoir une industrie qui est plus responsable. Et donc l'ensemble des secteurs de l'industrie se sont saisis du sujet, avec bien entendu l'objectif de rechercher des solutions pour réduire l'impact environnemental de la production de ces industries. Mais c'est aussi imaginer des nouveaux produits, des nouveaux procédés pour répondre aux nouvelles attentes de la société. La transition écologique, elle pousse vraiment les entreprises industrielles à innover, que ce soit en termes de process, en termes de recyclage des matières premières qui sont consommées pour produire les produits, ce qui n'était pas fait avant. Donc il y a une vraie logique d'aller réutiliser, recycler la matière première, en tout cas une volonté assez forte. Et la transition écologique, elle emmène aussi et surtout à des nouveaux métiers dans l'industrie, puisque dès lors qu'on parle de transition écologique, on fait appel à de nouvelles compétences. On va essayer de trouver des exemples dans vos industries respectives. Alix ? Sur la transition écologique, peut-être déjà que sans industrie, ça va être compliqué de faire cette transition, parce que quand on prend ce qui pollue beaucoup, par exemple, la fabrication du métal, ça représente à peu près 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. En fait, si on ne va pas adresser le sujet de la fabrication, en tout cas de ces process de transformation-là, ça va être compliqué de réduire significativement.
Donc ça, c'est un premier sujet. Et ça, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses dans la presse où les industriels français sont quand même très impliqués sur ces sujets. Des exemples, pour rebondir sur ce que disait Benjamin, les entreprises industrielles, elles sont exposées à la concurrence internationale depuis très longtemps. Donc en fait, cette question de comment je fais des économies, comment j'optimise, c'est quelque chose qui est très ancré. Et je peux prendre l'exemple encore une fois du métal. Quand vous faites de l'usinage, il y a du copeau. Bon, bah, ces copeaux-là, on les jette pas à la poubelle, hein. On a des entreprises qui viennent les chercher, qui les nettoient, qui les refondent et on refait du métal avec ça. Mais on peut aussi citer des exemples dans le textile où vous avez des logiciels qui optimisent clairement la découpe des tissus, par exemple. Il y a un autre sujet, en fait, quand vous êtes sur des produits qui sont très complexes, un avion, un train, mais même dans votre voiture de tous les jours, en fait, vous avez cette culture de la réparation, de la pièce de rechange. Et ça, voilà, c'est historique. Alors, j'ai bossé à la SNCF à une époque et en fait, ce sujet de la rénovation est un sujet clé. Et quelque part, je pense qu'on peut avoir une image que l'industrie pollue ou a pollué, mais peut-être remettons-la en regard de ce qu'était la société à l'époque. Et quand l'industrie pouvait polluer, que faisait l'agriculture, par exemple, au niveau de l'agriculture intensive. Donc voilà, je pense que l'industrie est sans doute à l'image de la société dans laquelle elle évolue. Et puis, bon, bah là, c'est un petit exemple. Voilà, on visitait le site d'une entreprise adhérente qui va être autonome en électricité, en eau, qui travaille avec du plastique et sont en train de regarder comment transformer avec du chanvre, par exemple. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont très regardées par nos entreprises. Et vous, dans le médicament, dans la pharmacie, en quoi la transition écologique impacte votre quotidien ? Alors, la transition écologique, c'est un sujet effectivement un enjeu majeur pour l'industrie pharmaceutique pour plusieurs raisons, parce qu'on sait qu'on est une industrie qui est assez énergivore sur nos sites de production. On a des chaînes qui sont quasiment intégralement robotisées, hein. Il y a un minimum de contact avec l'humain pour éviter tout risque de contamination du produit et du médicament, pour éviter de mettre en danger la vie de quelqu'un. Et on consomme beaucoup d'eau dans nos process. Donc c'est un vrai enjeu pour nous de répondre à ces problématiques et les industriels se sont fortement mobilisés sur le sujet. Quelques exemples concrets de cette mobilisation. On a été le premier secteur à signer un accord de branche sur la transition écologique qui n'est pas juste de l'affichage et du greenwashing, puisque on a des mesures qui sont contraignantes pour les entreprises, notamment l'obligation pour chaque entreprise de l'industrie pharmaceutique de publier chaque année son bilan carbone et le partager avec les organisations syndicales de salariés, de mettre en place des réponses concrètes derrière pour améliorer cette empreinte carbone. On a des exemples très concrets et le LEM est à l'initiative d'un certain nombre de sujets, avec une initiative qui s'appelle Pacte, qui est une initiative volontaire des industriels pour diminuer encore une fois leur empreinte carbone à tous les échelons, que ce soit sur le transport des matières premières, puisque beaucoup des principes actifs du médicament sont encore fabriqués en Asie du Sud-Est, même si on a la volonté de relocaliser un maximum. On a aussi les aspects qui sont liés à la fabrication elle-même, comment on réduit la consommation d'eau, et ça le LEM accompagne ses adhérents sur ce volet-là, comment on réduit la consommation énergétique. Et puis on a des sujets qui sont liés aux compétences, on forme les salariés pour intégrer ces réflexes liés à la transition écologique dans chacun des métiers, que ce soit les métiers qui sont sur le terrain, ceux qui font de la promotion du médicament auprès des professionnels de santé, où on est passé pour quasiment l'ensemble de nos entreprises à des flottes de véhicules électriques, mais c'est comme dans beaucoup d'autres secteurs aujourd'hui, à toutes les mesures qui peuvent être prises sur les sites de production eux-mêmes pour utiliser de l'énergie verte, pour produire eux-mêmes leur énergie, pour recycler l'eau un maximum, pour éviter toute contamination, tous les effluents qui sortent des sites de production. Donc c'est vraiment un sujet qui est pris à bras-le-corps et très sérieusement par les entreprises en France. Merci. On va conclure. Je pense que ceux qui nous écoutent auront compris que l'industrie, c'est de nombreux métiers variés, que c'est un secteur d'activité qui va continuer à recruter à l'avenir. Donc les jeunes qui ont le temps de faire leurs études retrouveront un métier plus tard dans ce secteur-là s'ils le souhaitent. D'ici là, où est-ce que les parents peuvent continuer de se renseigner? Où est-ce qu'ils peuvent amener leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils peuvent amener leurs enfants à regarder ou à lire? Alors les parents peuvent eux-mêmes ou avec leurs enfants aller sur Internet et notamment prendre appui sur le site internet aveclindustrie.fr. C'est un site qui a permis notamment à l'ensemble des branches professionnelles de l'industrie de définir quelle était l'industrie par secteur, par branche professionnelle, promouvoir ces métiers par secteur. Donc on y trouve vraiment
une mine d'informations assez importante si le sujet de l'industrie a pu intéresser à travers notre témoignage aujourd'hui. On y trouve aussi des témoignages d'alternants. Je trouve que c'est toujours intéressant quand on est un jeune de pouvoir voir des vidéos, notamment de témoignages d'alternants qui travaillent sur des sites de production ou qui travaillent sur des fonctions sièges. Donc c'est aussi une possibilité. Et puis j'en profite aussi pour faire la promotion d'une émission qui a lieu, qui est diffusée actuellement sur M6, donc une émission qui s'appelle Made in France, ils inventent l'industrie de demain, où actuellement, chaque samedi matin, à 10h10, on a un épisode qui présente le projet d'un alternant au sein d'une entreprise. Donc un projet de développement, un projet de production, un projet d'innovation, et qui sont coachés justement par des chefs d'entreprise issus de l'industrie. L'objectif étant qu'à la fin de ces 6 épisodes, le meilleur projet puisse être retenu. Donc je trouve que c'est une formidable occasion aussi de découvrir les métiers de l'industrie, de voir ce qu'est un site de production ou un siège ou on va dire un établissement qui est dans la recherche et le développement. Là, on a vraiment un témoignage et on peut visualiser de manière concrète ce qu'est l'industrie. Donc ça, on pourra le revoir en replay pour ceux qui vont louper les épisodes en direct. Je voulais savoir si aujourd'hui les parents ont envie de mettre leurs enfants... Alors il y a des stages qui peuvent être faits, j'imagine, en classe de seconde dans certaines situations. Est-ce qu'on peut demander à visiter un centre de fabrication industrielle aujourd'hui ? On a la possibilité de pouvoir découvrir ce que sont des usines de production. On travaille notamment au PCO2I, mais les fédérations des branches professionnelles organisent aussi ces visites-là. On a différentes périodes dans l'année. On parle souvent de la semaine de l'industrie qui est organisée, qui était organisée cette année autour du 17 novembre. Généralement, pour nous, c'est plutôt le mois de l'industrie parce que ces visites-là sont organisées généralement tout au long du mois de novembre. Et ça nous permet justement, grâce aux entreprises qui ouvrent leurs portes dans tout type d'industrie, que ce soit la métallurgie, la pharma, mais on a pu aussi faire découvrir le monde de la plasturgie à travers une entreprise comme BIC, que tout le monde connaît. Et là, on invite généralement des classes de collège, des classes de lycée, puis aussi des étudiants à venir découvrir le monde industriel. Donc, au niveau des ressources, il y a quand même énormément de choses. Enfin, si vous faites une recherche déjà sur Internet en cherchant des noms de métiers, vous trouverez. Alors, je sais que l'ONICEP a fait des numéros spéciaux sur l'industrie, donc ça peut valoir le coup de regarder. Si vous voulez voir des portraits de femmes inspirants, c'est vrai que dans la méta, on a un site qui s'appelle Tu as ta place, dans lequel il y a des très beaux portraits de femmes. Et puis une initiative interindustrielle qui peut parler aux parents et aux jeunes, parce qu'en fait, c'est sous forme de gamification. C'est un dispositif qui s'appelle Fort Industrie, donc c'est fortindustrie.fr, dans lequel il y a un monde qui représente certaines régions françaises, et vous avez près de 300 entreprises qui sont partenaires et qui proposent des vidéos, des témoignages de leurs salariés à tous les niveaux, et vous allez pouvoir entendre aussi ces personnes qui ont eu un parcours dans l'industrie, ces personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. On a eu des retours de parents, par exemple, qui savaient pas trop ce que leur enfant pouvait faire après un bac pro, après un bac STI 2D. Alors, c'est vrai aussi après un bac général, et qui nous ont dit, mais en fait, voilà, ça y est, j'ai compris, j'ai vu ce que mon enfant va aller pouvoir faire après ses formations. Pour le secteur des industries de santé, qui est plus large que la seule industrie pharmaceutique, qui couvre aussi une partie du secteur de la métallurgie avec toutes les entreprises qui fabriquent des équipements qui servent à soigner des patients, dans lequel on a aussi l'industrie du médicament vétérinaire et du médicament donc à usage humain, qui s'appelle IMFIS.fr, c'est l'Institut des métiers et des formations aux industries de santé, sur lequel on va retrouver un certain nombre d'éléments. Et si j'ai un conseil à donner pour les parents qui ne savent pas trop comment aider leurs enfants à s'orienter, c'est d'aller voir des vidéos de témoignages de professionnels, des gens qui vont en quelques minutes, en 2-3 minutes, expliquer quel est leur quotidien, une journée type. Ce qu'il faut que leurs enfants se posent comme question, c'est: est-ce que j'aurais envie de me lever
5 jours par semaine pour aller faire ce que cette personne me décrit, ce qui leur permet à minima dans un premier temps d'aller éliminer des métiers qui sont pas faits pour eux et se dire là, pourquoi pas, ça peut m'intéresser, il y a tel et tel domaine qui m'intéresse. Donc vraiment d'aller voir des vidéos de témoignages de professionnels. Alors sur le site imfis.fr, il y en a, avec l'industrie, je pense qu'on va en trouver aussi, mais même de manière générale, alors je vais pas citer de nom de plateforme, mais sur des plateformes de vidéos, ils peuvent le faire et ce que j'ai coutume de leur dire, c'est que c'est hyper avantageux, ils ont une grosse chance par rapport à ce que nous on avait à notre époque, c'est qu'ils peuvent regarder ça sur leur smartphone le dimanche matin dans leur lit et faire plaisir aux parents parce qu'ils s'occupent de leur orientation. Donc c'est une vraie chance pour eux et ils vont pouvoir comme ça faire le tri sur ce qui leur fait envie, ce qui va leur correspondre à eux. C'est pas aux parents de choisir pour l'enfant, c'est toujours aux jeunes, ça doit venir de lui et il y a que lui qui pourra savoir ce qui va lui correspondre. Donc c'est vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment celui-là. Ça me paraît très bien et on va conclure avec ce message à destination des parents. Merci beaucoup. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.